Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons corriger le sujet sur les suites de Cauchy. Alors la première question, E étant un EVN, UN une suite de E est dite de Cauchy si et seulement si, pour toute expression strictement positive, il existe un rang n appartenant à n tel que, quel que soit np, Pn supérieur ou égal à grand N entraîne que la norme de la différence UP moins UN inférieure strictement à epsilon. La première question montrait que si UN est de Cauchy, alors pour toute suite Pn et Qn d'entiers naturels, tels que pour tout n Pn supérieur ou égal à n et Qn supérieur ou égal à n, la suite Upn moins Uqn tend vers 0. Bien. Donc on va prendre une suite de Cauchy et Pn et Qn, deux suites d'entiers naturels qui vérifient Pn et Qn supérieur ou égal à n pour tout n. Il faut démontrer que la suite Upn moins Qn moins Uqn tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. On va faire ça en utilisant la définition. Soit epsilon strictement positif, bien sûr on cherche un rang à partir duquel la norme de cette quantité est inférieure strictement, soit inférieure strictement à epsilon. Alors on sait qu'il existe n, tel que quel que soit n et p, Pn supérieur ou égal à n entraîne Up moins Un en norme inférieure à epsilon, parce que la suite est de Cauchy. Alors maintenant si on prend n appartenant à n tel que n supérieur ou égal à grand N, on a Pn et Qn sont supérieurs ou égal à n. Donc ces deux indices là sont supérieurs à grand N. Si vous avez deux indices qui sont supérieurs à grand N, vous pouvez dire que la différence U indice, l'indice, le premier indice moins U indice, le deuxième indice, inférieur. Donc les deux indices ici, ils vérifient la condition. Donc U indice Pn moins U indice Qn est inférieur à epsilon. Deuxième question, montrer en utilisant un raisonnement par contraposition ou par l'absurde, la réciproque de cette propriété, de la première propriété. La contraposition, ça veut dire qu'on va supposer que la suite n'est pas de Cauchy. La suite n'est pas de Cauchy, ça veut dire qu'il existe epsilon, quel que soit n, il existe n et p, tel que p implique u, la négation c'est p, n supérieur ou égal à n, et non q. Cette norme strictement inférieure, supérieure ou égale à epsilon. On va démontrer que ça entraîne la négation de ça. Ça veut dire qu'il existe deux suites Pn et Qn d'entiers naturels qui vérifient Pn et Qn supérieur ou égal à n, mais cette différence ne tend pas vers 0. Bien. Alors supposons que Un n'est pas de Cauchy, alors il existe epsilon quel que soit n, il existe P et Q, tel que P et Q supérieur ou égal à n, et cette norme supérieure ou égale à epsilon. Ceci quel que soit n, on peut trouver les entiers. Donc pour n égale à 0, il existe P0 qui est 0, les deux supérieurs à 0, et la norme supérieure ou égale à epsilon. De même, pour n égale à 1, il existe P1, Q1, P1, Q1 supérieur ou égal à 1, et la norme de la différence supérieure à 1, etc. Pour n, il existe Pn, Qn, Pn et Qn supérieur ou égal à n, et la norme de la différence supérieure ou égal à epsilon, et ça continue comme ça. On a ainsi construit deux suites d'entiers naturels Pn et Qn, tel que quel que soit un Pn et Qn sont supérieurs ou égal à n, mais la différence ici de cette norme-là est supérieure ou égale à epsilon, donc ne tend pas vers 0, parce que epsilon est une constante strictement positive. Ça c'est supérieur à epsilon, donc cette suite ne peut pas tendre vers 0. Voilà. Question suivante. Montrer que Un est de Cauchy, si et seulement si, pour toute suite Pn, d'entiers naturels tel que Pn supérieur ou égal à n, la suite Upn moins Un tend vers 0. Cette dernière propriété, c'est une propriété plus pratique que les autres, donc c'est ce que nous utiliserons par la suite. Alors donc, on a l'équivalence. Si elle est de Cauchy, je sais que si elle est de Cauchy pour tout de suite Pn et Qn. Donc là, j'ai déjà Pn. Pour Qn, je vais prendre la suite n. La suite Qn, c'est n. Voilà, on prend Qn égale à n. Et on utilise un A. Voilà. Donc, on a Pn moins Un tend vers 0. Maintenant, supposons que
pour tout de suite Pn supérieur ou égal à n, UPn moins UN tend vers 0. On va démontrer qu'il est de Cauchy en utilisant bien sûr on va prendre de suite d'antinaturel, tel que Pn UQn supérieur ou égal à n, et on va démontrer que UPn moins UQn tend vers 0. Mais on a cette différence égale à UPn moins UN plus UN moins UPn. On a retranché, ajouté. Alors ça tend vers 0 parce que Pn est une suite d'antinaturel supérieur ou égal à n, et ça tend vers 0 parce que Qn est une suite d'antinaturel supérieur à n, donc ça tend vers 0, et donc la somme tend vers 0, et donc la suite est de Cauchy. La suite est de Cauchy. Bien. Deuxièmement, alors dans cette question, on suppose E égale à R, on va voir des exemples. On a deux suites. Alors, cette suite n exponentielle moins n, et Ln de n. On va démontrer que la première est de Cauchy, la deuxième ne l'est pas. Bien. Alors, pour la première, exponentielle, n exponentielle moins n, on va prendre Pn une suite d'antinaturel tel que Pn supérieur ou égal à n. Donc, on va utiliser un C. Alors, là, c'est, si j'appelle cette suite xn, ça c'est x indice Pn. Et ça c'est xn. X indice Pn et moins xn tend vers 0. Tout simplement parce que quand Pn tend vers, puisque Pn supérieur ou égal à n, Pn tend vers l'infini, donc Pn exponentielle moins Pn tend vers 0. Et cette suite aussi tend vers 0, la différence tend vers 0, donc la suite elle est de Cauchy. Pour la fonction, pour la suite Ln de n, elle n'est pas de Cauchy. N'est pas de Cauchy parce qu'en prenant la suite Pn égale à 2n, qui est supérieure ou égale à n, on a UPn moins UN égale log de 2, ne tend pas vers 0, donc la suite n'est pas de Cauchy. La suite n'est pas de Cauchy. Bien. Un autre exemple ici, on va prendre la somme partielle de la suite harmonique. Montrons que pour tout n supérieur ou égal à n, d'abord u de n moins un est supérieur ou égal à 1 demi. Alors un c'est la somme de 1 à n, donc u de n c'est la somme de 1 à 2n. Quand je retranche la somme de 1 à n de la somme de 1 à 2n, il me reste la somme de n plus 1 à 2n de 1 sur k. C'est-à-dire 1 sur k plus 1, plus 1 sur k plus 1 sur n plus 1, plus 1 sur n plus 2, jusqu'à 1 plus 2n. Alors le plus petit de ces termes, c'est le dernier. C'est 1 sur 2n, c'est 1 sur 2n. Et donc tous les termes sont supérieurs ou égaux à 1 sur 2n. Il y en a n, donc vous avez 1 sur 2n égale à 1 demi. Cette différence est supérieure à 1 demi. Et donc, puisqu'il est supérieur à 2n, en prenant la suite encore Pn égale à 2n, on a UPn moins UN ne tend pas vers 0. Hein, on a la suite Pn égale à 2n, il vérifie 2n, il vérifie Pn supérieur ou égal à n. Mais UPn moins UN ne tend pas vers 0, donc la suite n'est pas de Cauchy. Bien. Alors maintenant, là, on considère là un exemple qui est un peu théorique. On va prendre une suite de vecteurs qui vérifie pour tout n, norme de un plus 2 moins un plus 1 inférieur ou égal à k, norme de un plus 1 moins un, avec k contient à 0, 1, strictement inférieur à 1. Alors, montrer que qu'elle soit n supérieur ou égal à 0, la norme de un plus 1 moins un est inférieure ou égal à k à la puissance n, u1 moins u0. Alors ça, c'est pas difficile. On le fait par une récurrence élémentaire. Pour n égale à 0, on a u1 moins u0 en norme inférieure ou égal à k à la puissance 0 qui vaut 1. u1 moins u0 en norme, ça c'est clair. Soit n supérieur ou égal à 0, on suppose le résultat vrai pour n. Alors pour n plus 1, on sait que nous avons cette inégalité, ça c'est l'hypothèse. Et d'après HR, u1 plus 1 moins u1 en norme inférieure à la puissance n, u1 moins u0, ce produit ne donne qu'à la puissance n plus 1, d'où le résultat. Bien. Alors, la deuxième question, soit Pn une suite d'entiers telle que Pn supérieur ou égal à n. Donc là, on essaie de démontrer que c'est une suite de Cauchy, donc on va prendre une suite Pn d'entiers naturels quelconque qui vérifie Pn supérieur ou égal à 0. Pour tout n supérieur ou égal à 0, montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 0, Upn moins un est inférieur ou égal à k puissance n sur 1 moins k, norme de u1 moins u0. Bien. Alors, cette différence UPN moins UN, on va faire quoi? On va retrancher et ajouter des termes. Je vais retrancher
le terme précédent, UPN moins 1, et je le rajoute. Là, normalement, j'ai un plus ici. Là, j'ai un plus. UPN moins 1, moins UPN moins 2 plus UPN moins 2, etc. jusqu'au dernier, UN plus 1, que j'avais retranché. UN plus 1 moins UN. Maintenant, ces deux termes sont consécutifs. Là, donc j'utilise la question précédente. Ça, c'est inférieur ou égal à K, l'absence est Pn moins 1. Le deuxième, là, j'ai un plus. Là, inférieur ou égal à K, l'absence Pn moins 2, etc. jusqu'à K, l'absence N. J'ai factorisé par la norme de U1 moins U0. Bien. Alors là, je remarque que ça, c'est la somme des termes de suite géométrique de raison K et de premier terme, par exemple K, l'absence N, si je considère que la raison est K. Bien sûr, on peut considérer que ça, c'est le premier terme, en considérant que la raison, c'est 1 sur K. Mais K, je ne sais pas s'il est nul ou non. Donc là, K à la puissance N, c'est le premier terme. Et donc, nous aurons K à la puissance N, 1 moins K à la puissance, le nombre de termes. Le nombre de termes, c'est Pn moins 1 moins N plus 1, c'est-à-dire Pn moins N, sur 1 moins K, nombre de U1 moins U0. Mais le K, il est entre 0 et 1, donc ça, c'est inférieur ou égal à 1. Cette puissance, il est entre 0 et 1, et ça, c'est inférieur à 1. Donc, tout va être inférieur à ça. Et bien sûr, comme K inférieur à 1, K à la puissance N tend vers 0. Donc, on a, puisque ça tend vers 0, vous avez donc UPN moins UN, UPN moins UN tend vers 0. Donc, la suite est de Cauchy. Ça, c'est la question suivante. Bien. Bon, un exemple, on se donne une suite qui vérifie cette relation. Suite de vecteurs 1 plus 2 égale la moitié de la somme, la moitié de, disons que le milieu, parce que c'est des vecteurs, le milieu. Bien. Alors, ça c'est très simple parce que, bon, vous avez ça, en passant à la norme, vous aurez donc inférieur ou égal à 1,5. Donc ici, K égale à 1,5. Donc d'après ce qui précède, c'est une suite de Cauchy. Bien, alors maintenant, partie 2, quelques propriétés. On va démontrer ces propriétés. Montrer que pour toute suite de Cauchy, montrer que toute suite de Cauchy est bornée. En utilisant la définition, on le fait exactement comme on l'a fait pour les suites convergentes. Toute suite convergente est bornée. Alors, soit epsilon égale à 1, par exemple, on peut prendre 2, n'importe quoi, hein, epsilon strictement positif, 1. Il existe un rang, quel que soit n et p. Si n et p sont supérieurs ou égal à n, alors la norme de la différence est inférieure à 1. Parce que la suite est de Cauchy. Ensuite, je vais prendre ce p particulier, grand N. Hein, il suffit qu'il soit supérieur ou égal à grand N, je le prends grand N. J'aurai donc quel que soit n supérieur ou égal à grand N. Norme de n moins u grand N inférieur strictement à 1. Ça, c'est supérieur ou égal à cette différence. Ça, c'est une propriété dans les normes. Je peux enlever les valeurs absolues et faire passer norme de un dans l'autre sens. Donc, j'aurai quel que soit n supérieur ou égal à grand N, un en norme inférieur ou égal à 1 plus norme de grand N. Ça, c'est inférieur à 1. Et ça, bien. Alors, qu'en est-il pour les premiers termes? Alors, on prend tout simplement, on pose alors grand M max U0 jusqu'à norme UN-1 et cette constante qui majore les termes à partir de grand N. Et donc, ce grand M, qui est le max ici, est un majorant de tous les termes. Quel que soit N, on a norme de UN inférieure ou égale à grand M. La suite est donc majorée. Et la suite est bornée. Bien. Montrer que toute suite convergente est de Cauchy. S'il est convergente, elle est de Cauchy. Soit UN une suite convergente, notons L la limite, et soit Pn une suite quelconque, d'antinaturelle qui vérifie Pn supérieur ou égal à n. Bien sûr, en particulier, Pn tend vers plus l'infini. D'où UPN moins UN tend vers 0. Là, Pn tend vers l'infini, donc UPN tend vers L. UN tend vers L, la différence tend vers 0. Attention ici, UPN n'est pas une suite extraite. PN il tend vers l'infini, oui, mais pas, on ne sait pas si PN est strictement croissante. Hein. La seule condition, c'est qu'il vérifie PN supérieur ou égal à 1. Mais on a quand même UPN tend vers L aussi. Ça, on peut le vérifier en utilisant la définition, si on veut. Mais ça, c'est des choses simples. Bien. Alors, toute suite convergente est de Cauchy. Maintenant, on va démontrer qu'il y a des suites de Cauchy qui ne sont pas convergentes. Ici, nous avons un exemple de suite de Cauchy divergente.
On se place dans E, R de x, et on le menu de la norme. La norme d'un polynôme, c'est max des valeurs absolues des coefficients. Bien sûr, là, K appartient à N. L'ensemble, en fait, cet ensemble, il est fini, parce qu'à partir d'un certain rang, on sait que les coefficients sont nuls. Donc cet ensemble est fini. On peut parler de max, le plus grand. Bien. Et on considère la suite. Notre suite UN, maintenant, c'est une suite de polynômes. Qn égale somme de K égale à 0 à n, x puissance K sur factoriel K. On va montrer que Qn est de Cauchy. On va démontrer qu'il est de Cauchy. Et bien, après, nous allons démontrer qu'il diverge. Bien. Alors, pour démontrer qu'il est de Cauchy, on utilise toujours notre propriété caractéristique, soit Pn, une suite d'antinaturelle, telle que quelque soit un Pn supérieur ou égal à n, et on va s'intéresser à cette suite Qpn moins Qn. Bien. Alors, Pn, c'est la somme de 0 à Pn. Qn, c'est la somme de 0 à n. Quand je fais la différence, parce que Pn est supérieur à n, donc on a la somme de K égale à n plus 1 à Pn de l'expression que nous avons x puissance K moins sur factoriel K. Bien. Alors la norme de ce polynôme, c'est le max des coefficients en valeur absolue. Le premier coefficient, et c'est le plus grand, c'est 1 sur factoriel n plus 1, c'est le plus grand. Donc la norme va être inférieure ou égale. Normalement, la norme, il est exactement égal à 1 sur n factoriel n plus 1. Il est égal. Et ça tend vers 0 lorsque n tend vers plus infini. Donc la suite Qn est de Cauchy. La suite Qn est de Cauchy. Supposons que Qn converge. Alors on va faire un petit raisonnement par l'absurde. On va supposer que converge. On va trouver une contradiction. Supposons qu'il converge. En autant Q, ça limite un polynôme que nous allons écrire. Somme de K égale à 0 à D à K xk. Bien. Alors, si Qn converge, on va noter Q égale, ça, somme de K égale à 0 à D à K xk, ça limite. Si n est supérieur à D, on nous demande de montrer que ça, cette différence est supérieure ou égale, comme ça, elle ne va pas tendre vers 0, bien sûr. Alors, Qn moins A, Qn c'est la somme de 0 à n, x puissance K sur factoriel, Q c'est la somme de K égale à 0 à D à K xk. Donc, ce qui est commun, voilà, la somme de K égale à 0 à D, 1 sur factoriel K moins AK, plus, ça c'est pas commun, c'est la somme de K égale à D plus 1 jusqu'à N de x puissance K sur factoriel K. Et donc, la norme, c'est le max de tous les coefficients en valeur absolue. Donc, max, premier coefficient, c'est 1 moins 0, le deuxième 1 moins, ça c'est factoriel 1 sur factoriel 0, 1 sur factoriel 1, etc., sur factoriel D, moins à D. Et les coefficients ici, 1 sur factoriel D plus 1, etc. jusqu'au dernier, 1 sur factoriel N. Alors c'est le max. La norme c'est le max, donc supérieur à tous les éléments que nous avons ici, en particulier celui-là. Voilà. Nous avons démontré donc la question. Voilà, on a démontré ça. Que peut-on en déduire? Ben, tout simplement, ça c'est une constante strictement positive. Vous avez ça strictement supérieur ou égal à quelque chose qui est strictement positif, donc Qn ne tombe pas vers Q, ne peut pas tendre vers Q lorsque le n tend vers plus infini, et ceci contredit l'hypothèse que Qn converge. Dans cette question, on suppose que E est de dimension finie, on se propose de montrer que toute suite de Cauchy est convergente. Maintenant, c'est-à-dire nous avons en dimension finie l'équivalence entre convergence d'une suite et le fait qu'il soit de Cauchy. Justifier à l'aide du théorème, alors nous avons une suite de Cauchy, une suite de Cauchy. Justifier à l'aide d'un théorème dont on précisera l'énoncé que Un admet une suite extraite convergente. Bien. Alors, Un est de Cauchy d'après 3 et il est borné. On a déjà fait ça. Comme la dimension est finie, d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, de toute suite bornée d'un event de dimension finie, on peut extraire une suite convergente. Donc, Un admet une suite extraite convergente qu'on va noter U phi de N et en notant L sa limite. Voilà. C'est pour la justification de l'existence d'une suite extraite.
convergente. Montrez maintenant que UN converge. Bien, on va démontrer que UN converge. Bien. On pose Pn égale phi de n. On a bien Pn appartenant à n absence n, c'est d'antinaturel. Ça, c'est l'extractrice phi. Et on sait que quel que soit n, comme Pn égale à phi de n, il est supérieur ou égal à n. Ça, c'est une propriété dans le cours élémentaire que nous avons démontré par récurrence. Parce que phi est une extractrice. Phi de n, phi est strictement croissante. U phi de n, ça c'est UPN moins UN tend vers 0. Pourquoi? Parce que c'est une suite de Cauchy. Nous avons une suite d'antinaturelle qui est supérieure ou égale à n, comme c'est une suite de Cauchy. UPN moins UN tend vers 0. Parce que UN est de Cauchy. Maintenant, UN moins L, je peux l'écrire UN moins U phi de n plus U phi de n moins L. Alors ça, comme on vient de le justifier, ça tend vers 0. Et ça tend vers 0 parce que ça, c'est la suite extraite qui converge vers L. Donc, UN converge vers L, c'est-à-dire UN est convergente. Donc, ici, nous avons démontré que toute suite, une suite en dimension finie, une suite est convergente si et seulement si elle est de Cauchy. Et ça, c'est très important parce que on peut démontrer qu'une suite est convergente, on peut démontrer sans connaître vers quoi? Sans connaître vers quoi? Vers L. D'accord? Donc ça c'est important, comme nous allons voir dans les applications qui viennent. Alors partie 3 maintenant, quelques applications. Soit un espace vectoriel dimension finie, UN, une suite de vecteurs. Montrer que la série converge c'est seulement si. On a quel que soit epsilon, il existe grand N. Quel que soit N et P, P supérieur à N supérieur à la grande N entraîne la norme de cette somme de N plus A P U K inférieur à 0. Bien. Alors, on a la convergence de la série. C'est équivalente, par définition, à la convergence de la suite des sommes partielles. À la suite des sommes partielles. Donc, si on note Sn égale la somme de K égale à 0 à N U K, la suite des sommes partielles, comme on est en dimension finie, elles convergent si et seulement si elle est de Cauchy. Bon, elle est de Cauchy, donc la différence Sp moins Sn dans la définition n'est autre que la somme de K égale à N plus A P UK. Donc, on a bien l'équivalence. Cette différence, c'est bien Sp moins Sn. Voilà. Il est de Cauchy, ça veut dire tout ça avec ici Sp moins Sn qui nous donne cette norme. Bien. Alors, montrer que toute série absolument convergente est convergente. Alors, absolument convergente, ça veut dire que la série des normes converge. Si la série des normes converge, alors la série est convergente. Bien sûr, ici, on est toujours en dimension finie. Dans cette question, on est aussi en dimension finie. Toute série absolument convergente est convergente. Bien. Notons Sn, la somme de K égale à 0 à N. Alors, on aimerait prouver que Sn converge. Et S'N égale la somme des normes. On sait déjà que cette série, que cette somme converge. S'N converge. Bien, on va démontrer que cette suite converge. On va démontrer qu'elle est de Cauchy. On va prendre Pn, une suite d'antinaturelle qui vérifie Pn supérieur ou égal à N. Et on va s'intéresser à la différence Spn moins Sn. Alors, cette différence, c'est la somme de K égale à P plus 1, N plus 1 à Pn de UK. Mais ça, d'après l'inégalité triangulaire ou l'inégalité de Minkowski, est inférieure à la somme des normes. Et ça, c'est exactement S'Pn moins S'N qui converge, qui tend vers 0 parce que S'N est de Cauchy, car elle converge. Et donc, ça tend vers 0, et donc Sn est de Cauchy. Alors, elle converge parce qu'on est en dimension finie. Bien. Donc, nous avons démontré que toute série absolument convergente est convergente. Une autre application, c'est le théorème du point fixe. E étant un espace vectorien normé de dimension finie, F une application de E vers E, K lipschitzienne avec K à partir de 0, 1. 0, 1, 1, ici, K est strictement inférieur à 1. On se propose de montrer qu'il existe un unique point fixe, c'est-à-dire qu'il existe unique A tel que F de A égale à A.
A s'appelle point fixe. Alors pour cela, on prend une suite définie de la manière suivante. U0 est dans E, et pour tout n, Un plus 1 égale à f de Un. Première question, montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 0. Un plus 1 moins Un plus 2 moins Un plus 1 en norme, inférieur ou égal à k. Un plus 1 moins Un. Bien, ça c'est élémentaire. Alors, k lipschitien, ça veut dire ça. F de x moins f de y en norme, inférieur ou égal à k, x moins y. Alors, Un plus 2 moins Un plus 1, je remplace Un plus 2 par f de Un plus 1, Un plus 1 par f de Un, j'utilise le fait qu'il est k lipschitien, inférieur ou égal à k fois Un plus 1 moins Un en norme, c'est ce qu'on voulait démontrer. Bien. Alors, puisque nous avons ça, d'après l'exemple que nous avons fait au début, partie 1, ça veut dire que la suite est de Cauchy. Ce qui vérifie ça, elle est de Cauchy. Comme on est en dimension finie, elle converge. Voilà, ça c'est très simple. On a d'après 1 de B, Un est de Cauchy. Comme la dimension est finie, elle converge. Elle converge. Conclure. À conclure, ça veut dire maintenant prouver que il y a existence et unicité du point fixe. Bien. Alors on a f et k lipschitien, donc il est continu. Et donc en passant à la limite, dans l'égalité Un plus 1 égale à f de n, quand n tend vers l'infini, cette relation est vraie quel que soit un supérieur ou égal à 0, on entend a la limite de Un, on a a égale à f de a, parce que Un plus 1 tend vers a, et ici Un tend vers a et f continue, donc f de Un tend vers f de a. Ainsi, on a démontré l'existence d'un point fixe A. Maintenant, unicité. Alors, si f de a égale à f de b, si f de a égale à a, f de b égale à b, on a, puisque f est k lipschitien, on a f de b moins f de a inférieur ou égal à k b moins a, mais ça c'est b moins a, parce que f de b égale à b, f de a égale à a. Donc, nous aurons norme de b moins a inférieur ou égal à k, norme de b moins a. Si a est différent de b, on simplifie par la norme de b moins a. Nous aurons 1 inférieur ou égal à k, ce qui est absurde, parce que k est strictement inférieur à 1. Donc a égale à b, et donc unicité du point fixe. Bien. Dernière application de cette notion, on va démontrer un résultat. Dans cette question, E égale à Mn de R, A matrice carrée, coefficient AIJ. Montrer que n infini de A égale à max, I entre 1 et N2, la somme de J égale à 1 N, valeur absolue A et J, définit une norme sur E. Alors c'est quoi cette somme? Je fixe I. Je somme sur tous les J de 1 à N. Ça veut dire quoi? Je somme les termes en valeur absolue de toute la ligne I, la ième ligne. Donc je somme pour I égale à 1 la première ligne, pour I égale à 2 la deuxième ligne, etc. J'aurai donc N somme et je prends le max. Voici comment est définie cette norme. Donc on va démontrer que c'est une norme. Nous avons donc trois choses à faire. Si n a infini de a égale à 0, alors le max de ces nombres qui sont positifs égale à 0. Donc ils sont tous nuls. Quel que soit i, la somme égale à 0. Cette somme est une somme de nombres positifs qui est nulle. Donc tous les termes sont nuls. Donc quel que soit j égale à 0. Ainsi, quel que soit i, quel que soit j, a et j égale à 0. Et donc a égale à 0. N infini de lambda A égale max, somme, ici lambda A ij. On peut faire sortir le lambda ici, même là, en valeur absolue, comme ça. Mais ce qu'on aimerait faire, nous, c'est de faire sortir valeur absolue de lambda ici, là. Comment on va faire? Alors, on a quel que soit i, quel que soit i, ça, voilà, c'est inférieur ou égal à la valeur absolue de lambda. Et ça, c'est la somme de la ième ligne. Donc, c'est inférieur à la max, qui est n infini de a. Infini de a. Voilà. Ceci pour tout i. Ça, c'est une constante. Il n'y a pas de i là. Donc, ça, c'est pour tout i. Donc, on passe au max sur tous les i. Inférieur ou égal à la valeur absolue. Et le max de ça, c'est la norme infinie. C'est n infini de lambda a. Donc, ça, c'est la première inégalité. La deuxième inégalité, on va la prouver. Remarquons d'abord que la deuxième inégalité elle est évidente si lambda égale à 0. Pas de problème. Si lambda différent de 0, on a n infini de a égale à n infini de 1 sur lambda a. Et ça, c'est inférieur ou égal à 1 sur valeur absolue de lambda, n infini de lambda a, d'après la première inégalité que nous avons démontrée.
n infini lambda A inférieur à valeur absolue de lambda. Ici, lambda, c'est, au lieu de lambda, c'est 1 sur valeur absolue, 1 sur lambda. Voilà. Bon, en multipliant là par valeur absolue de lambda, on retrouve la deuxième inégalité, et donc nous avons l'égalité. Maintenant, l'inégalité triangulaire, ou l'inégalité de Minkowski. Alors, pour chaque i, ça c'est la somme des termes en valeur absolue, de la ième ligne de la somme A plus B. Là. Qui est inférieur à ça, d'après, ça c'est l'inégalité triangulaire. Hein, l'inégalité triangulaire. On sépare les sommes, etc. Et ça, c'est la somme de la ième ligne, c'est inférieur au max, A, et ça pour B. C'est une constante. Il n'y a pas de i ici. Et ceci, on a quel que soit i. Donc, je passe au max sur le i. Max sur le i de ça, inférieur à cette constante. Et le max sur i de ces sommes-là, cette somme, c'est la norme infinie de la somme. Bien. Ainsi, donc, on a démontré que n infini de a, c'est une norme. Deuxième question, il faut démontrer que la norme du produit est inférieure ou égale au produit des normes. Bien. Alors on prend deux matrices et on note C, par exemple, égale à AB égale CIJ. Coefficient CIJ. Je sais que CIJ égale somme de K égale à 1 à N, A, IK, BK, J. Ça, c'est la formule du produit. Et on va s'intéresser à quoi? À la somme des coefficients. La somme des coefficients de la ième ligne, de la ième pour un i quelconque, la ième ligne, c'est égal la somme, valeur absolue de la ième, la CIJ, c'est ça. Inégalité triangulaire, ça c'est des sommes finies, je peux permuter les sommes. Quand je permute les sommes, je peux faire sortir le AIK parce qu'il ne dépend pas de J. Donc là, normalement, si j'ai ici AIK, je peux le faire sortir parce qu'il ne dépend pas de J. Ce qui reste ici, c'est la somme sur J. K est fixe, donc je somme la kème ligne en valeur absolue de la matrice B. Et ça, c'est inférieur à n infini de B. Je peux mettre ici, bien sûr, je peux le faire sortir. C'est une question qui ne dépend pas de K. Là, ça ne dépend pas de K. Nous aurons donc ça. Et ça, c'est la somme. I est fixée. Je somme sur K. C'est la ième ligne en valeur absolue. La somme de la ième ligne en valeur absolue de la matrice A. C'est inférieur au max qui est n infini de A. Ainsi, donc, on a quel que soit I, cette somme inférieure à cette constante qui ne dépend pas de I. En passant au max sur les I, je retrouve n infini de AB qui est inférieur ou égal à produit des normes. Alors, ensuite, montrer que pour A appartenant à Mn, x1 vecteur de Rn, la norme infinie de AX, alors AX, c'est on identifie Rn avec les matrices colonnes. Donc là, c'est une matrice carrée, enfin une matrice colonne, ça donne une colonne. Et la norme infinie d'une colonne, c'est le max en valeur absolue du coefficient de la colonne, de même ici, x. Il faut démontrer que la norme infinie de AX est inférieure ou égale à n infini de A fois la norme infinie de x. Bien. Alors on rappelle que x, si x c'est x1 jusqu'à xn, alors la norme infinie c'est le max des xi, ça c'est ce que je viens de dire. A égale à ij, alors la ième ligne ou bien ième terme, parce que c'est une colonne ça, le ième, je l'obtiens en multipliant la ième ligne de A par la colonne, j'obtiens ça. Ça c'est le terme, et la valeur absolue de ce terme, il est inférieur ou égal à la somme des valeurs absolues. Et ça, le xj là, je peux le majorer par la norme infinie, parce que la norme infinie, c'est le max. Donc, on a valeur absolue inférieure, norme infinie, fois cette somme. Et cette somme, c'est la somme de la ième ligne en valeur absolue de la matrice A. Donc, ça sera inférieur ou égal à n infini de A. Donc, on a encore là une constante, n infini de A fois norme infinie de x. Et ceci pour tout i. En passant au max sur le i, nous aurons donc max, c'est la norme infinie de AX inférieure ou égale à n infini de A fois norme infinie de x. Bien. Alors, voilà ce qu'on va faire maintenant. On va démontrer un résultat, soit une matrice qui vérifie pour tout i AII, ça c'est le terme qui se trouve dans la, ça c'est le ième terme de la diagonale, en valeur absolue. Il est supérieur à la somme. Alors je somme sur J, donc je somme la ligne, toute la ième ligne, sauf ce terme,
Alors en faisant la somme de tous les termes sauf celui-là, en valeur absolue, strictement inférieur à AII en valeur absolue. Voilà. Et j'appelle D la matrice diagonale formée par les éléments diagonaux de A. A1, A2, etc. Alors on se propose de montrer que A est inversible. Ça c'est le lemme d'Adamar. Le lemme d'Adamar. Lorsque une matrice vérifie cette condition, elle est inversible. Alors on va prendre Y quelconque fixé dans Rn et on considère ensuite XP de vecteur de Rn défini pour tout P supérieur ou égal à 0 par X0 appartient à N et XP plus 1 égale à I moins D moins 1 à XP plus D moins 1 Y. Voilà, pour P supérieur ou égal à 0. Première question, montrer qu'il existe K appartenant à 0, 1, quel que soit P supérieur ou égal à 0, XP plus 2 moins XP plus 1 inférieur ou égal à K, XP plus 1 moins XP en ordre. Bien. Alors remarquons d'abord que D est inversible, bien sûr, parce que les éléments diagonaux, là, les éléments diagonaux de A sont strictement supérieurs à un réel positif ou nul. Donc ils sont strictement positifs, ils sont non nuls. Donc la matrice elle est diagonale, elle est inversible. D est inversible. Et la différence ici, cette différence là, XP plus 2, bon c'est ça avec XP, XP plus 1 c'est ça, en faisant la différence il y a le D moins 1Y qui se simplifie, on factorise par I moins D moins 1A, nous aurons donc directement, voilà, cette différence égale I moins D moins 1A, XP plus 1 moins XP. Alors avec les normes infinies, et là, norme infinie d'une matrice fois colonne, donc c'est inférieur d'après question précédente, n infini de la matrice I moins D moins 1A fois la norme de la colonne XP plus 1 moins XP. Alors cette matrice, on va s'intéresser à cette matrice, je vais l'appeler B, condition BIJ. Alors le terme générique BIJ, le terme d'indice IJ, c'est delta IJ, ça c'est le symbole de Kronecker, égal à 1 si I égale à J, 0 sinon, moins, alors là j'ai une matrice diagonale que je multiplie à gauche, par une là je multiplie A à gauche par une matrice diagonale. Donc ça correspond à quoi? C'est équivalent de quoi? Je multiplie la première ligne de A par le premier coefficient de la matrice, la deuxième ligne par le deuxième coefficient, la troisième ligne par la troisième, etc. Donc j'ai ici la ième ligne, elle est multipliée par AII. Donc le terme d'indice IJ, ça va être AIJ sur AII. Bien. Remarquons que BII, elle est nulle, parce que là, BII, delta I égale à 1, et là, AII sur AI égale à 1, non, 1 moins 1 égale à 0. Et sinon, si I différence 0, ça va donner 0, donc nous aurons ça. Et donc la somme de J égale à 1, la somme de tous ces termes, de J égale à 1, N en valeur absolue, ça va donner la somme de AIJ sur AII pour J différent de I. Bien. Et ça, c'est 1 sur AII, somme de J égale à 1, N AIJ en valeur absolue qui est strictement inférieur à 1 d'après l'hypothèse. Voilà l'hypothèse. Si vous divisez par valeur absolue de AII, ça fait inférieur à 1. Voilà. Et ceci pour tout I. Donc K égale le max de tous ces, il y en a N. Le plus grand, on va le noter K, et c'est la norme infinie, c'est N infini, pardon, de I moins D moins 1A. C'est le plus grand, il est aussi inférieur à 1. Donc nous aurons ici, finalement, XP plus 2 moins XP plus 1 inférieur ou égal à K, XP plus 1 moins XP. On a montré l'existence de ce cas. Voilà. Alors maintenant, on déduit que XP est convergente vers un vecteur X qui vérifie AX égale à Y et conclure. Conclure, c'est-à-dire justifier que la matrice A est inversible. Alors pourquoi XP converge vers X qui vérifie? Alors d'après
I1, 1 de B, la suite est de Cauchy. Et comme Rn est de dimension finie, alors elle converge, donc ton X s'aligne. Bien. D'autre part, l'application f de Rn vers n qui fait correspondre à Z, I moins D moins 1 à Z, est continue parce qu'il est linéaire en dimension finie. En fait, je vais essayer de prouver xp converge vers x. Je vais essayer de prouver que ce produit converge vers I moins D moins 1A fois x. Donc, puisqu'il continue, comme xp converge vers x, alors f de xp converge vers f de x. F de xp, c'est ça, il converge vers f de x qui est là. Alors, en passant à la limite, quand p tend vers l'infini dans la relation là, dans cette relation, on obtient ça tend vers x, ça tend vers i moins d moins 1 à x, et ça, c'est une constante. Voilà. En multipliant par d à gauche, nous aurons dx, et là, d moins a x, et là, y. Voilà. Alors, on a dx ici, et dx là, voilà. Donc, nous aurons 0 égale à moins ax plus y, soit ax égale à y. On a alors montré quoi? Que quel que soit y, il existe x tel que y égale à ax. Ceci prouve que la matrice est inversible. Alors, quel que soit y, parce que y était fixé au début sans aucune hypothèse quelconque. Hein? Cela veut dire que l'endomorphisme, si vous voulez, l'endomorphisme canoniquement associé à A, est surjectif. Comme c'est un endomorphisme en dimension finie, il est bijectif, et ça veut dire que A est inversible. Un exemple pour voir les choses comment marchent. Nous avons ici une matrice, voilà. Alors, la valeur absolue de 3 est supérieure à la valeur absolue de 1 plus valeur absolue de 0. Ici, valeur absolue de 2 supérieure à la valeur absolue de moins 1 plus valeur absolue de 0. De même ici, donc cette matrice, elle est inversible. Voilà, merci.